Merci beaucoup, Natacha, pour l'introduction. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme là, après ce déjeuner. Alors moi, je vais vous parler du marché carbone volontaire et aujourd'hui, en fait, j'ai souhaité faire une présentation un petit peu différente de d'habitude. L'année dernière, j'ai parlé des grandes tendances du marché et de justement comment les entreprises pouvaient sécuriser leur approvisionnement sur des démarches net zéro émission via différentes solutions de financement de projets et d'investissement. Cette année, j'ai voulu déconstruire un certain nombre de mythes sur le marché carbone volontaire et donc voilà, j'ai voulu aller à l'encontre de certaines idées reçues et aussi mettre en avant les bonnes pratiques sur le marché carbone volontaire et aussi parler des initiatives qui permettent de continuer à renforcer l'intégrité de ce marché. C'est un marché sur lequel il y a eu beaucoup d'articles de presse négatifs, beaucoup de polémiques au cours de l'année passée. Évidemment, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies aussi. Et donc, c'était important pour moi de venir un petit peu expliquer et démêler un petit peu le vrai du faux. Quelques mots très rapidement sur Removal en introduction, mais je ne vais pas faire une pub trop longue. On est une société spécialisée sur les projets carbone certifiés avec deux activités principales. Une activité qui consiste à accompagner des entreprises et des organisations dans leur démarche de contribution carbone et une seconde activité qui est le développement et l'investissement dans des projets. Donc Removal, c'est à la fois un développeur de projet et une entreprise qui accompagne les sociétés dans leur démarche climat. Je passe rapidement. On retrouve là ces deux métiers, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de démarches de contribution carbone rigoureuses, ambitieuses et surtout en ligne avec les meilleures pratiques du marché, je reviendrai dessus après, et aussi de développer et d'investir dans ces projets carbone certifiés et aussi de proposer à nos clients et à nos partenaires des solutions innovantes de financement. L'année dernière, j'en avais parlé un petit peu. Mais en gros, on travaille sur différents types de schémas, des contrats d'off-take avec nos clients qu'on appelle des CPA, des Carbon Purchase Agreements, à l'image de ce qui se fait dans le domaine de l'énergie avec les PPA, mais aussi des solutions plutôt liées au financement de projets et à la structuration de véhicules d'investissement pour accompagner nos partenaires et les entreprises dans la sécurisation de leur volume de crédit carbone à long terme. On a des clients dans quasiment tous les secteurs maintenant. Donc, la société est encore assez jeune, hein, ça fait 3 ans qu'on existe. On a des clients dans les secteurs que vous voyez là, transport, logistique, industrie, aviation, pharma, chimie, cosmétique, agroalimentaire, retail, télécommunications, utilities, etc. On est membre d'un certain nombre de réseaux et d'initiatives qui sont importantes pour nous parce qu'elles contribuent à définir les bonnes pratiques sur le marché carbone international. Et notamment, on est membre de l'ICROA, dont on est une organisation accréditée par l'ICROA, l'International Carbon Reduction and Offset Alliance, qui définit un code de bonnes pratiques sur le marché carbone. Et je reviendrai dessus après. Et puis, pour en citer peut-être deux autres, on est aussi membre de IETA, International Emission Trading Association, et du Project Developer Forum, qui est une association qui regroupe les développeurs de projets carbone certifié. On a, depuis 3 ans, compensé plus de 3 millions de tonnes équivalent CO2 pour nos clients, avec plus de 75 projets, dont 20 projets en France, tous certifiés dans le cadre du label bas carbone. Et en termes de développement de projets, je vous disais que notre métier, c'était aussi de développer des projets. On a déjà développé et investi dans 6 projets. Et on planifie d'investir dans 10 nouveaux projets au cours des 12 prochains mois, des projets qu'on développe depuis 2 ans. Petit mot rapide sur notre démarche RSE, c'est important aussi. On est engagé à notre propre niveau, on est une entreprise à mission. Vous voyez là notre raison d'être, accélérer ensemble le développement de solutions à impact positif pour le climat, les communautés et la biodiversité. C'est hyper important pour nous. On a structuré une démarche RSE en interne avec un comité RSE composé de collaborateurs qui a mis en place un certain nombre d'actions qui sont listées ici. Ce n'est pas exhaustif, mais ça vous donne quelques exemples, notre rapport RSE, notre code éthique, notre code de conduite pour nos partenaires et nos fournisseurs. C'est important aussi pour notre chaîne de valeur d'être aligné sur les valeurs. Bon, alors maintenant, je rentre dans le vif du sujet, les mythes et réalités. Donc, vous avez beaucoup entendu ces derniers mois dans la presse que la compensation carbone, c'est du greenwashing, que les projets sont faux. Et surtout, il y a un mythe que je voulais un petit peu déconstruire aujourd'hui, c'était
le mythe qui consiste à dire que les entreprises qui s'engagent dans des démarches de compensation carbone ou de contribution carbone, finalement s'achètent un droit à polluer, s'achètent une bonne conscience et ne font rien. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont été publiées cette année qui viennent démontrer complètement l'inverse, en fait. Et donc, il y a une étude qui a été publiée par Silvera, qui est une tech compagnie spécialisée sur l'évaluation des projets carbone. Et il y a Trove Research qui a publié une autre étude sur le même sujet au mois de juin cette année. Et Trove Research, donc c'est un institut de recherche anglais qui a été racheté par MSCI récemment, il y a quelques mois, que vous devez connaître, en tout cas que les directeurs du développement durable en général connaissent bien, parce que c'est souvent un de leurs fournisseurs de données. Et donc ces deux études viennent nous démontrer plusieurs choses. C'est qu'en fait, les entreprises qui s'engagent dans des démarches ambitieuses de contribution carbone ou compensation carbone, finalement le mot importe peu, mais les entreprises qui utilisent des crédits carbone dans le cadre de leur démarche dans le cadre de leur démarche climat, finalement vont beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur la décarbonation. Donc ça, c'était important et je vais donner quelques chiffres par rapport à ça. Donc si je m'arrête sur l'étude de Trove, donc Trove a regardé 350 entreprises qui achètent des crédits carbone et a regardé plus de 3000 entreprises qui n'achètent pas de crédit carbone. Ce qu'ils ont constaté, c'est que la moyenne de réduction d'émissions annuelles, alors je crois que c'est sur les scopes 1 et 2, pour les entreprises qui achètent des crédits carbone, c'est 6% par an. Sachant que dans le cadre d'une démarche SBT, vous savez qu'on doit être à moins 90% des émissions à horizon 2050 et que du coup, ça impose un rythme de réduction d'émissions assez important chaque année. Donc les entreprises qui achètent des crédits carbone, 6% par an. Les entreprises qui n'achètent pas de crédit carbone, 3% par an. Donc voilà, ça c'est un chiffre basé sur une étude d'un très grand nombre d'entreprises. Et donc vous voyez là avec cette courbe les différents profils. Bon, vous verrez l'étude complète si vous le voulez. Donc là, je ne peux pas faire mes petites animations, mais l'étude de Silvera, en gros, dit à peu près la même chose. On retrouve des chiffres similaires. Alors l'échantillon n'est pas exactement le même, mais la conclusion est la même. Ils ont pris 100 entreprises et ils ont regardé celles qui achetaient des crédits carbone et celles qui n'achetaient pas de crédits carbone. Les entreprises qui achètent des crédits carbone, 6,2% de réduction d'émissions par an sur les scopes 1 et 2. Celles qui n'en achètent pas, 3,4%. Ça veut dire encore une fois que les entreprises qui achètent des crédits carbone vont 2 fois plus vite dans la réduction d'émissions. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent sur les sujets de contribution carbone, c'est finalement les entreprises les plus avancées dans leur stratégie climat. C'est celles qui mesurent bien leur scope 3. Et on le retrouve dans les données du CDP. Si vous regardez vraiment les données du CDP, on voit que les entreprises qui compensent mesurent mieux le scope 3, couvrent plus de postes. Vous savez, dans le GHG protocole, vous avez 15 postes sur le scope 3. Mais en fait, ces entreprises couvrent plus de postes, mesurent mieux leurs émissions, sont plus nombreuses à être engagées dans le cadre de démarches Science-Based Target, démontrent plus de réduction d'émissions d'une année sur l'autre par rapport à celles qui n'en font pas, vont aussi plus loin sur la mesure de l'exposition au risque climat. Donc à l'époque, on parlait de la TCFD, mise en conformité avec la TCFD. Bon, c'est en train de changer avec les frameworks qui évoluent avec la CSRD, mais en gros, c'est la même idée. Ces entreprises, en fait, mesurent mieux, évaluent mieux leur exposition au risque climat. Et donc, les entreprises qui s'engagent de manière ambitieuse dans ces stratégies de contribution carbone et d'achat de crédit carbone ont passé toutes ces étapes. C'est-à-dire que nous, nos clients, c'est que des entreprises qui mesurent leur scope 3, qui sont SBT engagés, qui ont validé leur trajectoire de réduction, pour la plupart 1,5 degrés ou well below 2 degrees, et des entreprises qui démontrent déjà des réductions d'émissions. En fait, les entreprises savent qu'elles ne peuvent pas juste acheter des crédits carbone et ne rien faire. Ça, peut-être que c'était fait il y a 10 ans, mais aujourd'hui, ça passe plus. Enfin, n'importe quelle entreprise qui ferait ça se retrouverait tout de suite attaquée par des ONG ou par les médias. Et donc, voilà, elles ne le font plus. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est plus trop représentatif de la réalité. Donc ça, c'était important. Une autre idée préconçue, c'est souvent, on entend dire que ah oui, mais le SBTI,
nous indique que dans une stratégie net zéro, en fait, la compensation carbone, l'offsetting, arrive à la fin, donc à horizon 2040 ou 2050, quand on a suffisamment réduit nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce n'est pas du tout ce que dit le SBTi. C'est ce que tu évoquais, Natacha, juste avant. En fait, le SBTi communique sur une approche que eux appellent ça le Beyond Value Chain Mitigation. C'est-à-dire que dans ma chaîne de valeur, je dois évidemment réduire au maximum mes émissions de gaz à effet de serre. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Je dois essayer de réduire au maximum sur mon propre périmètre. Mais en fait, en dehors, je dois commencer à financer dès maintenant des projets de réduction ou de captage du carbone en dehors de ma chaîne de valeur. Et donc là, j'ai mis quelques rappels de cette initiative de Beyond Value Chain Mitigation. Vous voyez, voilà, c'est la documentation du SBTi. Et donc vraiment, c'est une initiative qu'ils encouragent, et ils encouragent à le faire dès maintenant. Ce n'est pas en 2040 ou en 2050. En fait, ce n'est pas mesurer, réduire maintenant et compenser dans 20 ans. C'est mesurer bien dès maintenant, réduire massivement dès maintenant et s'engager dans des projets au-delà de sa chaîne de valeur dès maintenant. C'est une stratégie climat ambitieuse aujourd'hui, c'est ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le SBTi. Donc voilà, c'était important de clarifier ça. Je vous invite aussi à aller sur notre site web et à regarder. On a fait une petite synthèse d'un rapport qui a été publié par Nature for Climate qui déconstruit aussi des idées reçues sur le sujet des Nature-Based Solutions et des Nature-Based Credits. C'est une étude assez intéressante. Il déconstruit 7 mythes autour des NBS, des Nature-Based Solutions, et 11 idées reçues autour de la compensation carbone. Je vous recommande cette lecture. Ça permet un peu de démêler un petit peu le vrai du faux sur ces sujets-là. Je n'ai pas le temps de tout présenter aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez trouver l'étude facilement en ligne, et si vous voulez une synthèse, vous allez sur notre site internet. Maintenant, je vais parler des bonnes pratiques sur le marché et des initiatives qui contribuent à continuer à renforcer le marché, parce qu'évidemment, tout n'est pas rose sur ce marché. Il y a des projets qui ont été critiqués à juste titre, il y a eu des problèmes de méthodologie, il y a eu des problèmes de baseline, et c'est en train d'évoluer, et les acteurs du marché ont conscience que on doit continuer à progresser, et donc il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de se mettre en place. Alors un petit rappel, 30 secondes pour expliquer de quoi on parle, parce qu'on parle de crédit carbone, mais derrière c'est quoi ? C'est des projets qui permettent soit de réduire ou d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, soit de séquestrer ou capter du carbone. Donc voilà, là j'ai mis quelques exemples pour chacune des deux grandes familles de projets. Dans les émissions réduites ou évitées, on trouve des énergies renouvelables, on trouve des projets d'efficacité énergétique, notamment au niveau communautaire avec les projets de cuisson propre par exemple. On trouve des projets de conservation forestière par exemple. Dans les projets de captage, principalement des projets NBS, Nature-Based Solutions, avec des projets afforestation, reforestation, blue carbon, restauration de mangroves, des projets qu'on appelle AFOLU, tout ce qui est afforestation, forestation, land use, agriculture, et qui permettent de séquestrer du carbone, soit dans les sols, soit dans les forêts. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place depuis plusieurs années pour continuer à renforcer l'intégrité du marché, à continuer à renforcer les standards, les méthodologies et aider un petit peu les entreprises. Donc je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, mais ça, c'est les initiatives les plus en pointe. Vous avez l'ICROA, l'ICVCM, VCMI sur lesquels je vais m'arrêter un peu. J'ai déjà parlé du SBTi juste avant. Vous avez aussi les Nations Unies dans le cadre du HLEG qui met en place un certain nombre de recommandations. Vous avez la Carbon Credits Quality Initiative qui permet d'évaluer des projets. Et vous avez les fameux Oxford Principles qui permettent de définir comment on met en place une stratégie net zéro robuste. Petit mot juste sur l'ICROA. Donc l'ICROA, c'est l'International Carbon Reduction and Offset Alliance que j'évoquais tout à l'heure. C'est une organisation qui définit un code de bonne pratique sur le marché carbone volontaire et qui vient reconnaître un certain nombre de standards. Dans ces standards, on retrouve les standards les plus connus sur le marché au niveau international. Je reviendrai dessus juste après, mais on retrouve aussi un guide de bonne pratique pour les opérateurs de compensation carbone, donc les acteurs qui accompagnent les entreprises sur ce marché-là, et ça couvre à la fois la mesure, la réduction et le volet offsetting, avec un certain nombre de bonnes pratiques à respecter sur la traçabilité des opérations, la transparence,
les recommandations en termes de communication à faire auprès des clients. Donc je vous invite tous à aller voir aussi le code de bonne pratique de l'ICROI. Dans ce code de bonne pratique, il y a des standards qui sont accrédités. Donc les standards que vous voyez ici sont accrédités. Donc parmi les plus connus, le Gold Standard et le Verified Carbon Standard, mais vous en avez d'autres. On discutait à midi avec une personne dans la salle des projets de reforestation, de revégétalisation en ville. Il y a le City Forest Credit qui vient d'être approuvé. Il y a Plan de Vivo, il y a American Carbon Registry, il y a GCC, il y en a plein d'autres. Il y a Puro, je crois qu'il y a quelqu'un de Puro ici dans la salle. Et puis, il y a d'autres standards qui sont en cours d'accréditation, en tout cas qui ont fait la demande, comme ERS, qui est là aussi, et qui, s'ils arrivent à démontrer leur alignement avec tous les critères définis par l'ICROI, pourront être certifiés. Ces critères qu'on retrouve dans les standards, c'est ceux que vous voyez là, l'additionnalité, la mesurabilité, le fait de s'appuyer sur des méthodologies robustes pour calculer la réduction ou la séquestration carbone dans les projets, la permanence de la réduction d'émissions, le fait que les projets soient audités par des vérificateurs externes indépendants, l'unicité des crédits carbone qui passent par des registres pour garantir la traçabilité et la transparence, et l'éco-bénéfice. Je n'ai pas le temps de tout détailler en 15 minutes, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Maintenant, je voulais revenir très rapidement sur le ICVCM, qui est une des initiatives qui a été mise en place à la fin de la task force qui s'était organisée il y a quelques années pour faire croître le marché carbone volontaire. Et donc cette task force, donc là on est vraiment côté projet, est venue définir ce qu'on appelle les Core Carbon Principles, les CCP. Alors pour vous, ça vous dit peut-être rien, mais pour nous, c'est quelque chose d'hyper important. C'est des critères qui vont permettre de définir c'est quoi un crédit carbone de qualité. Donc il y a plusieurs critères qui sont repris en lien avec l'ICROI. On va retrouver l'additionnalité, la mesurabilité, la permanence, etc. Mais on va trouver aussi d'autres indicateurs, notamment sur la gouvernance, le benefit sharing avec les communautés, etc., etc. Donc ça, c'est un peu en train de devenir le framework de référence pour définir la qualité des crédits carbone. Et quand on est une entreprise, progressivement, on va essayer de s'aligner pour acheter des crédits carbone qui sont certifiés avec ce tampon CCP, Core Carbon Principle. Une autre initiative rapidement, là plutôt côté entreprise, donc pas côté projet, mais côté entreprise, qui permet d'aiguiller les entreprises, de donner des lignes directrices pour les aider à communiquer sur une démarche climat robuste. Donc là, on parle des claims, des revendications que les entreprises peuvent faire en termes de démarche climat et de stratégie de contribution carbone. Et donc, voilà, ils ont publié il y a quelques semaines le Claim Code of Practice, qui là encore définit des bonnes pratiques. Tout ça pour dire qu'on voit émerger à la fois côté offre et côté demande des frameworks internationaux qui permettent de vraiment encadrer le marché, de venir définir qu'est-ce qu'est un crédit carbone de qualité, qu'est-ce qu'une entreprise peut revendiquer dans le cadre d'une démarche robuste ou pas, pour éviter les claims de greenwashing. Une dernière slide, je crois que c'est ma dernière, très récente, puisqu'en fait c'est une annonce qui date de lundi dans le cadre de la COP28. Il y a 6 organisations qui se sont réunies, le SBTI, donc le VCMI, l'ICVCM, les deux organisations que je viens de présenter, Women Business Coalition, le CDP et le GAG Protocol, qui se sont tous regroupés pour dire, voilà, chacun travaille sur un côté, on va dire le côté mesure, le côté réduction, et sur la partie contribution carbone, à la fois sur l'offre et sur la demande. Ils se sont engagés à unifier toutes les initiatives que je viens d'évoquer avant dans le cadre d'un framework d'intégrité des démarches climat au niveau international. Donc là, c'est quelques petites captures d'écran. Vous pouvez trouver la vidéo qui explique tout ça, qui dure 3 minutes sur Internet, où on va retrouver les grands piliers d'une stratégie carbone. Premier point, définir l'ambition. Deuxième point, agir chez soi, réduire son empreinte carbone, top priorité, mais agir aussi en dehors de sa chaîne de valeur dans le cadre d'une démarche Beyond Value Chain Mitigation.
du plaidoyer et de la comptability, quoi, du reporting, de la disclosure, de la transparence, etc. etc. Et donc, voilà, on retrouve un petit peu tous ces différents frameworks, et puis vous retrouvez le cercle vertueux, ambition, action, advocacy et accountability. Voilà, c'est un peu la nouvelle version du mesurer, réduire, contribuer, communiquer, de manière plus intégrée et surtout qui s'appuie sur des standards robustes au niveau international. Voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste, je pense que c'est la fin. Donc voilà, j'ai essayé d'aller vite, mais de vous faire un petit tour d'horizon. Juste peut-être un dernier mot sur Vera, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la méthodologie Vera pour les projets de conservation forestière, les fameux projets RED+, notamment sur la question des baselines, des scénarios de référence sur les projets. Est-ce que les projets permettent vraiment d'éviter les émissions que les projets prétendent éviter? Toute la méthodologie a été revue. La nouvelle méthode RED a été publiée juste avant la COP aussi. Donc vous avez, avant, il y avait 7 ou 8 méthodologies RED qui existaient. Maintenant, il y a une nouvelle méthodologie unifiée. Donc voilà, au niveau des standards et de ce standard-là, qui est aujourd'hui quand même le plus utilisé sur le marché et le plus utilisé pour les projets forestiers, il y a ce nouveau cadre méthodologique pour les projets RED qui est mis en place. Et donc voilà, les standards aussi, c'était pas parfait. Ça s'améliore, ça continue à se renforcer. Donc voilà, ma conclusion, ce sera juste de dire que le marché carbone volontaire maintenant existe depuis 15 ans. Il y a des normes, il y a des standards, il y a des frameworks, il y a des initiatives qui visent vraiment à renforcer l'intégrité du marché. C'est un marché où il y a eu, il y a eu des critiques, il y a eu des méthodologies à améliorer. Tout ça est en train de vraiment s'améliorer. Et, voilà. En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'on arrive à un marché qui est vraiment, qui commence à atteindre un stade de maturité important, avec des méthodologies et des cadres qui permettent aux entreprises de s'engager de manière de plus en plus sereine dans ce type de démarche. Voilà. Si vous avez des questions, on peut en rediscuter après. Merci.